Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. h 56 secondes. Bonjour tout le monde et bienvenue à Bonheur et vice-versa. Je suis en compagnie de ma fidèle co-animatrice Annie Guillemette, auxiliaire de recherche et d'enseignement, futur PhD, propriétaire de service consultation. Il me semble ça, c'est long, hein? Je suis déjà essoufflé. Bonjour, ma superwoman. Hey, salut, Maxime, futur candidat à la maîtrise. Oui. Ben, c'est sûr que moi aussi, ça peut être un peu essoufflant, là, si on les étale. Ouais, je vais m'arrêter là. On est des gens passionnés, hein? On aime faire beaucoup de choses. Oui, ben je suis contente d'être entourée de toi tous les mercredis, Annie, pour animer Bonheur et vice-versa. C'est tellement tout le temps un plaisir. Oui, vraiment. Puis, en fait, aujourd'hui, je voulais commencer par informer nos auditeurs qui sont pas encore au courant. Tu es conseillère d'orientation. Je le suis. Tu es propriétaire de Service Consultoption. Copropriétaire, Copropriétaire. Oui, avec ma collègue Josiane, qui est qu'on salue. Oui, qui est en vacances cette semaine. Oui, parce qu'habituellement, je suis entourée, en fait, de l'équipe de travail de Service Consultoption, Josiane et Annie. Alors, juste rapidement, Service Consultoption, c'est quoi, Annie? Ah, ça aussi, c'est un beau projet. Service Consultoption, c'est une entreprise qui offre des services de relations d'aide, d'orientation. Donc, quand on dit relations d'aide, on inclut tout ce qui est justement orientation de carrière, counseling et aussi psychothérapie. Service offert présentement seulement par Josiane parce qu'elle est en train de terminer son accréditation pour être psychothérapeute. Super. Et la mienne s'en vient éventuellement quand je vais avoir le temps de remplir mes papiers. Donc, le message est lancé. Vous pouvez aller voir sur Facebook, chers auditeurs, Service Consultoption, pour avoir plus d'informations. Alors, aujourd'hui, c'est notre 13e émission de Bonheur et vice-versa, Annie. Est-ce que ce chiffre-là va nous porter malheur? Jusqu'à maintenant, il n'y a encore pas de problème technique. On sait que ça nous arrive quand même quelques fois. Considérant que tous les autres chiffres nous ont porté malheur. Ouais, pas tout, là, mais... Presque tous. On a eu pas mal un petit problème presque à chaque fois. Mais t'es superstitieuse, Annie? Pas très. Non? J'ai un chat noir chez moi. Ah, bon. Et je l'adore. Et je pense qu'il me porte bonheur. Fait que tu vois. Moi, je trouve que je suis superstitieux, mais pour le plaisir. Je trouve ça drôle des fois d'en sortir des petites choses superstitieuses comme ça, comme touche du bois. Ça doit être ma phrase que je dis le plus souvent. Mais je crois que cette 13e émission sera sur le signe du bonheur également. Tu vois, je suis pas très superstitieuse, mais j'aime mettre toutes les chances de mon côté. Fait que je fais tout ce que je peux contrôler moi-même, puis la partie que je peux pas contrôler, je la laisse à la superstition. Comme je te touche du bois, c'est un bon exemple. Si je dis quelque chose puis que je vais être sûre que ça vire pas contre moi, je vais toucher du bois. Je suis presque sûre que ça changera rien. Mais des fois. Alors aujourd'hui à l'émission, Annie, on reçoit Sonia Poulain qui est COO, c'est-à-dire conseillère d'orientation dans le milieu organisationnel. Par la suite, on va écouter ta chanson Bonheur. On démystifie un nouveau mythe de l'orientation un peu plus tard dans l'émission avec une invitée surprise. Et plus encore, évidemment, il va se passer plein de choses encore une fois dans cette heure qui passe si rapidement. Et on commence maintenant avec l'actualité de la semaine. Capsule bloc. Et aujourd'hui, il y a une actualité qui a retenu ton attention. Et quelle est-elle? En fait, c'est un article sur le site monemploi.com, un excellent site d'ailleurs qui contient plein d'articles vraiment intéressants et aussi des petits tests d'intérêt. En tout cas, un beau site d'orientation, monemploi.com. C'est un article qui a été écrit par Amélie Simard, qui est conseillère d'orientation et doctorante en éducation. Et ça s'adresse aux gens qui n'ont pas de diplôme de secondaire en 2018. Parce qu'on sait que le marché de l'emploi demande de plus en plus des qualifications élevées. Hein? J'avais d'ailleurs fait une chronique là-dessus dans nos premières émissions, là, que de plus en plus, justement, on demande de plus en plus de qualifications, puis que le diplôme de secondaire 5, malheureusement, qu'on a seulement celui-là, ça devient difficile à s'insérer. Et quand on n'en a pas de diplôme de secondaire 5, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de diplôme de secondaire 5, et ces gens-là, souvent, se trouvent un travail et justement sincère sur le monde du travail, mais on se rend compte quand même que c'est ça, le fait de avant, mettons, il y a quelques années déjà, le fait de ne pas avoir de qualification de diplôme supérieur au secondaire, c'était un peu moins un problème. C'était pas un obstacle pour se trouver un emploi. Mais là, maintenant, quelques décennies plus tard, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est plus difficile de se trouver un emploi maintenant sans qualification, sans diplôme. Donc, il y a ce que Amélie Simard aborde dans son article, c'est les données de recherche du CERTA, qui est un groupe de recherche.
qui disent que les adultes sans diplôme, c'est un groupe qui ont des besoins d'orientation spécifiques, surtout ceux qui sont déjà en emploi. Parce que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ces adultes-là qui n'ont pas de diplôme, ils voient le travail et les études comme deux univers qui sont séparés. Alors qu'en réalité, on s'entend que c'est supposé aller ensemble. D'habitude, on étudie pour une profession en particulier, pour s'insérer dans un milieu en particulier. Donc, pour eux, le marché de l'emploi, autant que la sphère scolaire est vraiment deux mondes différents. Ouais, c'est ce que je J'imagine que c'est comprends. quand même des mondes qui sont loin aussi pour eux, étant donné qu'ils sont pas, qui n'ont pas continué justement le cheminement aux études supérieures. C'est ça. L'article le dit pas, mais moi, dans mon rationnel, je me dis... Qu'est-ce que moi-même je connaîtrais des études supérieures si je n'avais pas été dans ce monde-là? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on en connaît quand on n'est pas dedans? Ben, je te dirais qu'aussi, c'est complètement différent par rapport aux filières dans lesquelles on s'inscrit. Exemple, moi, quand j'étais, mon premier amour à l'université a été le théâtre. Oui. Puis quand je suis retourné il y a 2-3 ans, puis j'ai commencé en orientation, c'était déjà là deux mondes complètement différents. Parce que moi, j'avais continué en théâtre, j'avais été au cégep par la suite à l'université, puis peut-être qu'en théâtre, c'était un peu moins théorique. Puis quand je suis rentré en sciences de l'orientation, ben je te dirais que j'ai fait un saut. Ben oui, c'était pas du la tout le capacité même... de lecture et tout ça, c'est très différent. Ben ça fait pas appel aux mêmes compétences non plus. Puis tu t'inséreras pas dans le même genre d'emploi non plus. Fait que c'est tout à fait logique que ça développe pas les mêmes compétences. Amélie, continue sur quelle vague avec ça? Oui, ben donc c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une grande majorité de ces adultes sans diplôme-là qui envisagent de retourner aux études pour passer de ce qu'on pourrait appeler une job à une vraie carrière, donc avoir vraiment un projet professionnel. Mais en même temps, tu sais, quand tu as ta job depuis longtemps, que tu as un certain salaire, tu as ta famille, tout ça, donc il y en a beaucoup qui pensent à retourner aux études, mais ça les bloque parce que c'est comme si pour eux, ça voulait dire de tout sacrifier, la maison, l'auto, la famille et tout ça. Fait que c'est quand même des gros enjeux. Puis, souvent, ce que la recherche dit, c'est que ces gens-là, il y en a beaucoup qui diraient vouloir recevoir un service d'orientation prochainement, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Puis ça, c'est un gros problème qu'on entend souvent chez les travailleurs non qualifiés, justement, même si, OK, je voudrais avoir plus de qualifications, mettons, mais je m'adresse à qui, je fais quoi? Oui, puis on s'entend que des services, il y en existe, mais peut-être que le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez publicisés ou accessibles. Ben, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être pas, ils vont peut-être pas assez bien chercher quand ils font leur publicité, leur clientèle cible, ou je sais pas trop. Oui, c'est ça, hein. Exactement. Peut-être quelque chose comme ça. Parce que là, on s'entend qu'il va y avoir, exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi qui vont être là principalement pour cette clientèle-là. Pour ceux qui ont 35 ans et moins, Exactement. Pour ceux qui ont le moyen de s'en payer, les cliniques privées comme service consultation. Oui, mais même pour le côté... effectivement que oui, mais encore là, même moi, quelqu'un m'appelle, par exemple, puis est un travailleur non qualifié, c'est mon rôle aussi, comme conseillère d'orientation, de m'assurer que je suis la meilleure ressource. Hein? Fait que si, mettons, cette personne-là m'appelle, je vais d'abord aussi la référer, lui parler des SARCA. Chaque commission scolaire a un service d'accompagnement, de référence, de conseil, où ils peuvent faire des reconnaissances des acquis, des services d'orientation qui sont gratuits. C'est peut-être la première place que cette personne-là devrait regarder, puis par la suite, peut-être revenir vers toi, voir si le service avec toi pourrait être un complémentaire ou... Ben oui, ou pallier. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est satisfait, mettons, dans d'autres choses. Par exemple, des fois, j'ai des étudiants qui m'appellent, ils ont des services à l'université, mais soit il y a un temps d'attente ou il y a... peu importe ce que c'est, la raison, bref. Moi, mon rôle, c'est de leur dire que ça existe, mais après ça, la personne fait son choix elle-même. Là. Je te laisse continuer en petite finale avec ça, Annie. Oui. Donc, les SARCA, la ligne Info à prendre, je laisserai peut-être pas le numéro, parce que je pense pas que les gens vont le noter, mais on pourra le mettre sur notre page Facebook. Et toujours les centres locaux d'emploi de leur région. Ça peut être 3 ressources où aller si vous êtes un travailleur non qualifié et que vous cherchez à vous réorienter. Donc, si je fais un petit résumé, on a 3 services qu'on peut en fait aller voir ou interpeller, les SARCA, les centres jeunesse d'emploi. Info à prendre. Sinon, Info à prendre, puis on va vous mettre ces informations-là sur notre page Facebook Absolument. de Bonheur et vice-versa. Merci justement pour vos 120 j'aime. Oui. Ça augmente de semaine en semaine. On est vraiment content que vous nous suivez comme ça nous fait du bien. On se sent privilégié. Exactement. Alors maintenant, Annie, c'est le temps d'écouter ta chanson Bonheur de la semaine. Et cette semaine, je vais la dédier à mon collègue Rémi, que tu as déjà rencontré d'ailleurs à quelques reprises, Maxime. Un de tes collègues de travail, justement, en sciences de l'orientation, c'est bien ça? Oui, il fait son doctorat en sciences de l'orientation. Super. Et nous, on a dans notre groupe, on aime tous beaucoup la danse, puis il m'a fait découvrir le zouk récemment. Et ça, c'est une toune de zouk, justement, fait que je la lui dédie.
Alors, Rémi, cette chanson est pour toi. C'est une chanson de Fanny J. Vous écoutez Toi et moi à Chiz 94.3. Magnifique, Fanny. Magnifique chanson. On vous la fait entendre à l'instant. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Après la pause, je vous parle de votre image sur Facebook qui pourrait peut-être nuire à votre image professionnelle. À bientôt. Tu vis ta vie au jour le jour. Je vis une vie à attendre mon tour. Ils disent qu'on va droit dans le mur. Si avant je t'ai fui, maintenant je te suis. On se fait du mal quand on essaie de scier le bois dans ton effet. Si c'est la destinée, on s'aimera en secret. Toi et moi, c'est vrai que je ne me l'explique pas. Qui sait si toi et moi, un jour l'autre bout de ça ira. Oh, on est entre nous, tout est permis. C'est ce qui m'attire. On vit sans filtre, quoi qu'ils en disent. C'est nous, c'est chouette. Nos jeux interdits, amour de ma vie. On se fait du mal quand on essaie de scier le bois dans ton effet. Si c'est la destinée, on s'aimera en secret. Toi et moi, c'est vrai que je ne me l'explique pas. Qui sait si toi et moi, un jour l'autre bout de ça ira. Je ne veux plus me mentir, on n'a jamais pris le temps d'essayer. On était si jeunes et bien trop compliqués. Des rendez-vous manqués, des mots, des maladresses mal interprétés. Silence et mal, silence et mal. Toi et moi, c'est vrai que je ne me l'explique pas. Même si est balé, en mode choc à Tokila. Mon amour pas que je l'ai, gardez ça, il est toujours là. Mon piqué jamais déballé, en mode choc à Tokila. Dis beaucoup si cool ça. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. Maxime Dumais, animateur de l'émission, qui est avec vous pour la prochaine heure en compagnie de ma collègue Annie Guillemette. Fidèle au poste. Fidèle au poste, c'était Toi et moi à Chiz 94.3. Je vous invite à aller voir ce vidéoclip de Fanny J qui est vraiment enchanteur, c'est beau. Oui. Elle est magnifique, je la trouve magnifique Elle comme est femme. magnifique, oui, puis ça donne le goût de ton amour en cette belle saison du printemps. Ça donne envie de danser. Oui, ça donne aussi envie de danser. Et maintenant, c'est le moment de la chronique Bonheur de l'heure. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors, ma chère Annie, tu dois déjà être au courant de cette tendance qu'ont les employeurs maintenant à aller voir nos Facebook. Nos Facebook, nos LinkedIn, nos Instagram. Exactement. Oui. Alors, ces plateformes, en fait, ces médias sociaux sont une façon pour l'être humain 2.0 maintenant de s'exprimer, puis de partager avec ses pairs, mais ça peut aussi avoir un versant assez négatif, c'est-à-dire qu'au moment où on s'insère en emploi, eh bien, les employeurs maintenant ont comme habitude et de plus en plus d'aller vérifier justement ce qu'on affiche sur les médias sociaux. On en apprend beaucoup sur une personne en allant sur ces médias sociaux. Absolument. Tu sais, je me mets à la place des employeurs puis je me dis pourquoi s'en passer? Exactement. Pourquoi s'en passer? Et puis, je te dirais que moi, je, comme tu le sais, et que peut-être les auditeurs le savent aussi, je suis un bon utilisateur de Facebook et je me suis senti dans l'obligation dans la dernière
année de me créer un autre Facebook, d'avoir un Facebook personnel pour mes amis, pour ma famille, pour continuer à avoir le vrai usage de Facebook au départ, qui était vraiment de retrouver des gens que l'on connaissait, partager notre date de fête, discuter, mettre des photos et d'avoir un Facebook plus professionnel où j'allais peut-être faire la promotion un peu de ma carrière, du show de radio, de ma future profession et d'avoir un côté un peu plus professionnel. Et ton image professionnelle, c'est ça? Exactement. Puis je pense que c'est une solution que plusieurs auditeurs pourraient avoir à prendre en compte. Premièrement, commençons par le début, où m'est venue cette idée de parler de l'image que peut avoir les médias sociaux ou l'importance que peut avoir les médias sociaux sur notre future carrière. C'est que j'ai vu qu'il y avait plusieurs articles là, qui sortaient à toutes les semaines en lien avec cette thématique-là. Les sites d'emploi, puis exemple Carrefour Jeunesse Emploi, ont vraiment à cœur de sensibiliser les jeunes de notre génération à cette réalité-là pour pas que justement il arrive des choses fâcheuses puis que finalement on se rende compte qu'on y avait pas pensé mais que ça peut être plus nuisible que d'autres choses. Mais puis fâcheuse, mais aussi c'est attirer ton avantage. Tu sais, là, tu as une page Facebook professionnelle, tu peux aussi mettre des choses pour booster ta candidature. Exactement. Il faut être stratégique là-dedans quand on sait que ça existe. Ça a les deux versants. Hein? Il y a le vice-versa qu'on peut voir ici. Puis, il y a plusieurs aussi façons, en fait, de protéger notre Facebook, Annie, autant notre Facebook personnel que professionnel. Premièrement, c'est le temps d'aller jouer dans vos paramètres. Parce que dans les paramètres, il y a des gens qui ne le savent pas. C'est des choses peut-être que je vais dire présentement qui ont l'air très faciles pour certains auditeurs, mais pour d'autres, c'est complètement méconnu. Donc, je pense qu'une partie des auditeurs qui vont avoir intérêt à écouter ces petits conseils-là, premièrement, allez dans les paramètres et allez faire bouger les frontières de votre page. C'est-à-dire que vous allez trouver dans vos paramètres sous confidentialité le nombre d'amis pour lequel vous voulez publier cette publication. Les publications que vous publiez sur votre page principale, exemple, vous pouvez les mettre publiques, vous pouvez les mettre pour un groupe restreint, pour votre famille. Vous pouvez aussi régler le nombre d'abonnés, c'est-à-dire que si vous voulez que n'importe qui puisse voir votre Facebook, même s'il n'est pas votre ami, vous pouvez le rendre public, mais vous pouvez aussi le rendre privé. Donc, exemple, si vous voulez pas que certains employeurs viennent à regarder votre page, bien, ça peut être une bonne idée. Ou dans le cas des gens qui sont professionnels comme moi ou les psychologues, des fois, pour pas que des clients réussissent à nous trouver sur Facebook. Exactement. Ça aussi, ça peut être une très bonne idée. Puis, comme je disais tantôt, l'idée d'avoir 2 comptes devient de plus en plus populaire. Puis, je pense que ça peut être une bonne idée pour essayer d'avoir... tu sais, moi, j'aime ça aller sur les médias sociaux. Fait que j'ai gardé mon petit côté plus privé dans mon compte personnel. J'ai hésité en me disant, est-ce que je ferme mon compte perso? Puis non, j'aime ça, pouvoir partager justement avec mes amis nos photos, nos événements et tout. Mais le petit côté, avec le côté plus professionnel, on a le meilleur des mondes. Il y a des événements qui sont arrivés dans les dernières années qui nous ont montré à quel point Facebook pouvait être une force, en fait, dans le domaine de l'employabilité. Il y a des lois, premièrement, qui obligent les employés à être fidèles à leurs employeurs. Il y a des lois qui sont vraiment dictées pour ça, donc tu n'as pas le droit d'être déloyal envers ton employeur d'une façon publique. Fait que faire du bashing sur Facebook, c'est une loi. C'est quoi le nom en français là, pour du bashing? Allons-y avec bashing, vite comme ça me vient pas. Mais tu n'as pas le droit de critiquer ton employeur, par exemple, sur Facebook ou sur Twitter. Il faut que tu aies une certaine loyauté et c'est une loi qui est écrite. Donc, en 2016, il y a un salarié d'un établissement de santé qui a perdu son emploi quelques heures après son entrée en poste. Il a ensuite publié sur Facebook plein de critiques accusant notamment l'employeur de mauvais traitement envers ses clients. Finalement, l'employeur a poursuivi son ex-employé contre atteinte et diffamation à sa réputation et l'ex-employé a été condamné à 17 000 $. Et c'est une histoire québécoise, Annie. Quand même. Et, si on peut se l'éviter, hein? C'est exactement. Puis il y a eu gain de cause. Donc, on voit que vraiment, c'est une loi qui peut être mise en application. Donc, si jamais vous avez de l'insatisfaction au travail, ce serait mieux peut-être d'y aller dans la sphère du privé, d'aller rencontrer la personne, d'aller rencontrer le département des ressources humaines ou directement le supérieur et de discuter de vive voix. Il n'y a jamais mieux qu'une bonne discussion en face à face. Jamais. Les photos aussi ne mentent pas. Hein? Exemple, il y a une autre histoire qui s'est passée encore une fois au Québec. Il y a quelques années, il y a une employée montréalaise qui était en congé de maladie à la suite d'un accident professionnel et elle a été congédiée. Alors qu'elle était justement en arrêt de maladie, son employeur a fourni des preuves de photos qu'il avait trouvées de son Facebook, comme quoi elle s'adonnait à des activités qui étaient incompatibles avec la maladie pour laquelle elle était arrêtée. Donc, elle a perdu son emploi pour cette raison-là. Donc, il faut faire attention. Si on a l'intention d'être malhonnête, c'est peut-être le temps de faire attention. Au moins, soyons pas malhonnêtes en se
s'auto-compromettant sur Facebook. Exactement. On a 3 réflexes qu'on devrait adopter, Annie, avant de publier sur Facebook. Premièrement, laisser tomber les émotions. Alors, si on est sous le coup de la colère ou de la trop grosse émotion de positivisme, ben, attendez un petit peu. Ouais. Laissez tomber les émotions. Puis après ça, retournez publier sur Facebook. Les commentaires en cap-loc, là? Oui, je sais que c'est d'ailleurs un commentaire que tu m'avais fait, Annie. Des fois, quand je suis trop heureux, j'ai tendance à aller tout publier. Et oui, il faut prendre un temps pour se reposer puis penser, est-ce que c'est quand même cohérent ce que je vais publier là? Hein? Ben, c'est surtout, est-ce que les gens vont bien comprendre le message que je veux véhiculer et non Exact. pas l'émotion derrière? Ensuite, préférez le dialogue avec les personnes concernées. Et finalement, rappelez-vous que rien n'est vraiment privé sur les médias sociaux, donc il faut toujours faire attention. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les lois qui régissent justement les médias sociaux ou différentes lois au niveau de l'emploi entre vous et votre employeur, je vous invite à aller voir sur le www.educalois.qc.ca, educalois.qc.ca. Je vais mettre le site sur notre page Facebook, je le trouve super intéressant. Il y a plein de lois comme ça qu'on connaît pas, qui sont affichées sur ce site-là. Et c'est plate, mais tu sais, il y a une règle qui dit que nul n'est supposé de ne pas connaître la loi. Donc, des fois, on se fait pogner dans des histoires puis on se dit, ah, ben, je le savais même pas, mais malheureusement, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Alors, on continue en musique, Annie, avec la merveilleuse Just Stone. On s'en va écouter Feel in Love with a Boy à Chiz 94.3. Après la pause, on a une conseillère d'orientation du milieu organisationnel, Sonia Poulain, est avec nous dans 3 minutes. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Sometimes these things can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Red hair with a curl, middle roll for the flavor and the eyes of pink. Can't keep away from the boy. The 2 sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. Is it looking for something new? I said it once before, but it bears repeating. Fell in love with a boy. I fell in love once and almost completely. He's in love with the world. And sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maintenant, c'est le moment qu'on préfère à l'émission parce qu'on reçoit une passionnée du monde de l'orientation en entrevue. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous, au bout du fil, une conseillère d'orientation du monde organisationnel, Sonia Poulain. Bonjour, Madame Poulain.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est avec plaisir que j'ai accepté. On est vraiment content, en fait, de vous avoir avec nous, Madame Poulain, parce que, en fait, ça fait plusieurs émissions, en fait, depuis le début de la saison de Bonheur et vice-versa, qu'on parle ici et là du milieu organisationnel, toujours en restant très mystérieux, parce qu'on n'avait pas encore eu une professionnelle pour nous en parler. Et là, ben, vous êtes la première de ce milieu-là, là, qui est invitée à notre émission. Alors, félicitations. Ça met une petite pression. Ben oui, ça met une petite pression. Ben, vous êtes la première de cette vague-là parce qu'on va recevoir un autre intervenant la semaine prochaine du milieu organisationnel pour essayer de le démystifier comme il faut parce que c'est quand même un milieu qui est méconnu du monde de l'orientation. Oui, en fait, très méconnu, puis très vaste aussi, parce qu'on peut jouer, en fait, différents rôles, puis souvent, les conseillers d'orientation n'en sont pas toujours conscients. On aura l'occasion, justement, de démystifier un peu ces rôles-là que vous pouvez jouer, puis aussi pouvoir peut-être aider les étudiants en orientation qui nous écoutent présentement à mieux connaître ce milieu-là et peut-être savoir comment un peu s'orienter vers celui-ci. Mais premièrement, revenons au départ. En fait, ça fait 6 ans que vous évoluez dans le milieu organisationnel en tant que conseiller d'orientation. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu justement de votre expérience à ce niveau-là? Oui, mais en fait, moi, je travaille à l'École nationale d'administration publique, qui est une université, mais qui a un volet service aux organisations. Donc, vous êtes coordonnatrice des services d'évaluation et de développement des compétences, c'est bien ça? Exactement. Fait que donc, nous, la particularité, c'est qu'on ne travaille qu'avec des organisations du secteur public, donc ministère, organismes publics. Et moi, plus spécifiquement, là, puis on offre différents services, là, des services conseils, des services d'évaluation, développement des compétences, puis aussi des programmes de formation pour développer le leadership. Moi, plus spécifiquement, dans mon rôle, dans mon équipe, nous, ce qu'on va conduire, on va être en appui à des processus de dotation. C'est que ça peut inclure quand il y a, par exemple, un processus de sélection qui se met en marche, on peut être en appui avec le comité de sélection, donc c'est-à-dire outiller le comité de sélection, développer les grilles d'entrevue et par la suite, évaluer les compétences là, des candidats qui auront été retenus. Donc, les 2-3 candidats qui se seront démarqués, élaborer là, des outils d'évaluation pour évaluer leurs compétences. Comment on va travailler ici, je vous dirais, par beaucoup des simulations jeux de rôle, fait que des exercices qu'on va développer, concevoir, puis par des outils psychométriques. Vous parliez de projets, Madame Poulain, avec des organisations publiques et tout ça. Avez-vous un exemple d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment? Je pourrais pas nommer les clients. Non, évidemment. Mais pour donner une idée un peu du genre de tâches que vous faites, du genre de projet sur lequel vous travaillez. On a travaillé dernièrement sur un projet de relève, donc une organisation qui nous a interpellés parce que voulait en fait évaluer le potentiel de gestion d'un bassin d'employés ciblés. Donc, on a évalué une vingtaine de candidats. Donc, ce que ça a compris, c'est de bien comprendre les besoins de l'organisation. Donc, c'était quoi ses enjeux pour les prochaines années, de quelles compétences elle aurait besoin de la part de ses gestionnaires, de développer des outils qui permettraient là, de mesurer ses compétences, puis d'exécuter, là, en fait, là, de faire l'évaluation. Puis ensuite, de ce que ça comprend, c'est évidemment, là, rédiger des rapports de recommandation, puis avec l'organisation, d'aller présenter, puis discuter, puis de faire jouer un rôle conseil, en fait, pour identifier ceux qu'on recommande ou non. Donc là, vous parlez en fait de toutes ces tâches-là que vous faites justement à l'ENAP, mais est-ce que c'est le genre de tâches que les conseillers d'orientation dans le milieu organisationnel vont faire dans d'autres compagnies ou dans d'autres types d'organisations? Oui, en fait, je vous dirais, souvent l'évaluation, le domaine de l'évaluation va être une porte d'entrée pour les conseillers d'orientation du fait que on est formé à l'utilisation des outils psychométriques, mais aussi, je vous dirais, les conseillers d'orientation ont une très bonne formation dans tout ce qui touche à analyser
Tu sais, la dynamique, le fonctionnement d'un individu, on est formé pour l'analyser plus dans un contexte, pourquoi de questionnement professionnel, là. Mais je vous dirais, quand vous arrivez en évaluation, hein, l'objectif, c'est d'évaluer la personne que j'ai devant moi. Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour réaliser le travail qu'on souhaite lui confier? Fait que la différence, c'est que c'est une intervention qui est plus ponctuelle et qui requiert qu'on se positionne plus rapidement. C'est qu'on émet un jugement. Quand vous dites la différence, c'est-à-dire la différence avec le milieu, exemple, individuel, les conseillers d'orientation. Oui. OK. Puis moi, ma question, en fait, que j'ai maintenant, c'est que quand vous me parlez de ces tâches-là, souvent les gens vont peut-être associer ces tâches-là ou ce genre de mandat vraiment aux gens qui ont étudié en ressources humaines. Comment un conseiller d'orientation fait pour se démarquer face à un candidat qui a étudié en ressources humaines et qui a peut-être les mêmes compétences ou les mêmes acquis au niveau des études? Ben écoutez, c'est sûr que, en fait, ce que je vous dirais, c'est que le conseiller d'orientation, sa particularité, c'est qu'il y a une meilleure compréhension du fonctionnement psychologique de l'individu. Donc, les conseillers en ressources humaines, dans leur formation, évidemment, voient ces aspects-là, mais, tu sais, je vous dirais, pour développer des outils, tout le côté psychométrique, aussi bien comprendre, tu sais, la dynamique, la personnalité, puis l'impact que ça peut avoir, tu sais, dans un milieu de travail, c'est là qu'on peut compléter, je vous dirais, les conseillers en ressources humaines. En fait, souvent, on pense que ils sont très bien formés. On est mieux formés qu'eux. Oh, OK. On rentre en compétition, là. C'est notre créneau. Mais comme je vous dis, évidemment, après, quand on arrive sur le marché du travail, on va développer des compléments. Tu sais, on développe en fonction des milieux dans lesquels on se retrouve, là. Fait que donc, mais je vous dirais, souvent, c'est là que c'est méconnu parce qu'on est formé pour élaborer des outils. Tu sais, il y a pas, la formation nous donne les connaissances requises. Après ça, il faut les mettre en œuvre. Mais je trouve ça intéressant de vous entendre parce que je sais que j'ai plusieurs de mes collègues présentement, exemple au baccalauréat, qui sont un peu en crise existentielle parce que ils veulent peut-être évoluer dans le milieu des ressources humaines, mais ils aiment la profession de conseiller d'orientation. Puis là, il y a la faculté des sciences de l'administration qui leur fait de l'œil, même qu'on reçoit des lettres, les étudiants d'orientation, pour nous recruter en ressources humaines. Puis finalement, en fait, les étudiants d'orientation ont peur de ne pas être capables de se placer en ressources humaines. Là, j'entends que peut-être qu'on a justement une longueur d'avance au niveau de la formation, mais est-ce que... un avantage en ce qui concerne l'évaluation. Oui, mais est-ce que c'est valorisé aux yeux des employeurs? Moi, c'est ça ma vraie question. En fait, c'est pas connu de la part des employeurs. C'est pas des formations qui sont connues. Puis ce que je vous dirais, souvent, ce qu'on a peut-être moins dans nos formations en orientation, c'est que c'est plus axé sur l'individu, hein, c'est correct, ça, c'est la base de la formation. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher des compléments. Tu sais, des compléments de connaissances au niveau du fonctionnement des organisations, tu sais, d'être conscient des structures organisationnelles, comment les décisions prennent. C'est tous ces rouages-là. En fait, c'est qu'on l'analyse plus dans un ensemble. Je veux dire, c'est l'analyse plus globale. Donc, on peut peut-être lancer, comme moi, c'est moi qui lance le message. Je ne le fais pas de votre part à vous, mais de la mienne. Peut-être lancer un message, justement, aux employeurs, peut-être aussi à notre ordre même, ou même à nos universités, de peut-être, justement, rajouter du côté des universités une petite formation du milieu organisationnel. Et dans notre ordre, c'est de valoriser, justement, la profession de conseiller d'orientation au sein des organisations. Mais, justement, vous travaillez pour l'ordre, Mme Poulain, également. En fait, je fais partie d'un groupe de travail qui a été initié par l'ordre. Okay. Notre mandat, c'est un groupe de travail constitué de conseillers d'orientation qui œuvrent dans le milieu organisationnel. Et ce que l'ordre nous a confié comme mandat, c'est de documenter la pratique. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus, on constate que déjà, c'est un créneau que les CO occupent de plus en plus. Oui, c'est un intérêt pour beaucoup d'étudiants, je pense aussi. Exactement. Donc, le groupe de travail, en fait, est en train c'est ça, on a documenté la pratique, on va faire des recommandations aussi, justement, sur des compléments de connaissances.
qui peuvent être intéressants pour les CO d'acquérir. Dans un premier temps, nous, ce qu'on vise, c'est plus, c'est ça, on alimente l'ordre. Au prochain colloque des conseillers d'orientation, on va présenter des travaux, notamment une trousse devenir CO organisationnel. On va se voir, Madame Poulain. Je suis inscrit à cette conférence-là, moi. Donc, c'est ça. Notre objectif, c'est on travaille de concert avec l'ordre, mais l'idée, c'est finalement de guider ensuite les gens formés en orientation sur, je vous dirais, de la formation continue, tous des éléments qui aller chercher là, pour percer puis évoluer dans le milieu organisationnel pour ceux dont c'est l'intérêt. C'est super à entendre ça. Dans le fond, je lançais un petit message à notre ordre, mais le message est déjà rendu, en fait. Apparemment, l'ordre était déjà au courant, ouais. Ils t'ont devancé, Maxime. L'ordre est sensible là, à cette réalité. Vous, votre formation initiale, c'est vraiment en tant que conseillère d'orientation? Moi, en fait, je vous dirais, initialement, à la base, j'ai fait une maîtrise en orientation de l'UQAM, mais j'ai un bac en sciences sociales spécialisées en relations industrielles. Fait que je me destinais pas à l'orientation, je me destinais davantage aux ressources humaines. La vie m'a amenée à travailler dans le domaine du conseil en carrière, tout d'abord dans le domaine de l'employabilité. Et c'est là que j'ai pris conscience que les gens, ils avaient beau avoir étudié dans un domaine, mais ils étaient mêlés. Je travaillais beaucoup avec des jeunes professionnels qui se retrouvaient là en situation de non-emploi. Alors, c'est ce qui m'a amenée à aller faire la maîtrise là en orientation. De toute façon, vous ne faites pas la différence de bon nombre d'étudiants en orientation premièrement, des fois, c'est plus par défaut qu'on se retrouve en orientation et finalement, on tombe tous en amour avec cette belle profession. Et vous, j'entends en fait que c'est ça, c'était pour aller même peaufiner vos compétences que vous avez décidé d'aller faire une maîtrise en orientation. Oui, parce que je voyais que c'était pas seulement... l'information avait ses limites, là, en ce sens que les gens, on avait beau leur donner de l'information sur des choses, les guider, leur donner des idées de ce qui pourrait, des créneaux qu'ils pourraient explorer, des stratégies de recherche d'emploi, mais c'est pas... c'est plus dans, je veux dire, l'idée, c'est que les gens, ça faisait pas de sens pour eux autres, là. Fait que là, je me disais, je frappe ma limite de connaissance. Fait que oui, ça a été pour... aller plus loin dans mes interventions. Puis vous, aujourd'hui, là, en 2018, c'est quoi votre vision du conseiller d'orientation 2.0? Que devrait-il devenir ou que devrait-il être de nos jours, ce conseiller d'orientation-là? À quoi devrait-il aspirer? Le conseiller 2.0. Dans le milieu organisationnel, par exemple. En fait, ce que je vous dirais, présentement, on l'entend, le marché du travail va quand même assez bien, c'est-à-dire qu'on a le plein emploi. On entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre. Je vous dirais, ça peut être un beau créneau pour les... Et si on parle... Donc, les organisations vont vouloir retenir leur main-d'œuvre. Fait qu'il y a tout un bassin au niveau de la gestion de carrière. Fait que donc, de comment accompagner les organisations, les employés dans les organisations, comment maintenir la motivation, comment développer leurs compétences. Moi, je pense que nos connaissances dans tout ce qui touche l'habileté à interagir, toutes les habiletés de counseling, ça s'appelle pas comme ça en organisationnel, mais le coaching, on est un peu dans ces eaux-là. Puis la compréhension de ce qui peut motiver, stimuler, identifier c'est quoi les forces. Donc, les conseillers d'orientation deviennent un peu le côté encore plus humain, peut-être, des ressources humaines. Là. C'est comme le humain plus, là. Oui. Il faut juste jamais perdre de vue que c'est toujours en lien. Quand on œuvre dans le milieu organisationnel, c'est que l'aspect humain, mais c'est toujours en lien avec les objectifs d'une organisation. Fait que l'organisation veut aller vers où, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. On va parler de performance organisationnelle. Fait que faut jamais perdre de vue cet angle-là. C'est jamais un individu tout seul qui est pas rattaché. C'est le fun d'entendre comment ces deux aspects-là peuvent se réconcilier, en fait, parce que des fois, on a l'impression que c'est deux mondes différents. Mais là, avec une vision d'un CO organisationnel, on voit justement comment l'aspect humain peut se relier à l'aspect justement de l'emploi, de ce que les employeurs ont besoin comme compétences recherchées.
Absolument. On vous remercie, Madame Poulain, pour cette entrevue très pertinente pour nous aider à justement démystifier ce monde organisationnel-là. Je vous avoue que je suis à la fin de mon baccalauréat, puis vous avez été une des lumières les plus brillantes pour, en fait, me guider, m'aider à comprendre qu'est-ce qu'un CEO en milieu organisationnel peut faire. Donc, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que mes collègues à la maison aussi seront de cet avis. Puis la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés par le milieu organisationnel, on continue aussi, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 ou 3 semaines, on continue avec un invité du milieu organisationnel qui œuvre dans la ville de Québec. Madame Poulain, maintenant, ça va être le moment d'entendre votre chanson bonheur de la semaine. Je tenais à dire aux auditeurs, premièrement, que votre chanson bonheur à la base ne pouvait pas passer sur nos ondes, mais je l'aimais beaucoup. Oui, c'est une chanson tellement entraînante, hein? Love Generation de Bob Sinclair. Love Generation. Mais là, malheureusement, ça ne pouvait pas passer ici. C'est un petit peu trop populaire pour la station. Alors, on va écouter une chanson qui vous fait rire, qui vous fait sourire. Oui. Quelle est-elle? Donc, c'est la chanson des Cactus de Jacques Dutronc. Alors, on l'offre à tous nos auditeurs de Chiz 94.3. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Poulain, et à la prochaine, je l'espère bien. Ben, merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, voici les Cactus de Jacques Dutronc à Chiz 94.3. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. Dans leur gilet, il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui. Aïe. Pour me défendre de leurs cactus, à mon tour, j'ai pris des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Dans mon slip, j'ai mis des cactus. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Dans leur sourire, il y a des cactus. Dans leur ventre, il y a des cactus. Dans leur bonjour, il y a des cactus. Dans leur cactus, il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe. Aïe. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maintenant, c'est le moment de notre mythe de la semaine, le moment qu'on aime tous car on démystifie un mythe de l'orientation. À Bonheur et vice-versa, nous démystifions l'orientation. C'est l'heure du mythe de la semaine.
Hey, cette semaine, Maxime, tout un mythe, un des plus populaires, en fait. Je suis même quasiment triste de ne pas y avoir pensé avant. L'idée du mythe, je tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à César. Elle m'est venue dans un reportage que j'ai écouté sur les carrières. Et c'est le conseiller d'orientation Mathieu Guénette qui faisait une intervention à ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent, Maxime, que je me suis dit... hors de question que je n'en parle pas à bonne heure et vice-versa. Donc, le mythe... Quel est-il, ce mythe de la semaine? Eh bien, c'est un conseil, en fait, cette semaine qu'on entend souvent, qui est « Va en sciences nature, tu vas te débloquer toutes les portes. » C'est un conseil qu'on entend très souvent. En fait, je pense que c'est un conseil que les jeunes doivent entendre justement au secondaire, même au cégep. Ouais. Tu devrais t'en aller en sciences nature, tu vas pouvoir aller dans tout ce que tu veux au cégep. Même si t'aimes pas ça, c'est pas grave. C'est ça. C'est quelque chose que les jeunes de secondaire peuvent entendre de temps en temps. Des fois même, et là, je veux pas faire porter le chapeau, mais des fois, c'est les parents aussi qui peuvent diffuser ce mythe-là. Et le fait est que c'est comme tous les mythes qu'on a abordés, il y a une part de vrai, mais dans ce cas-là, la part de vrai, c'est qu'elle date. C'était un peu vrai avant. Maintenant, je vous dirais que ça dépend beaucoup des programmes. Hein. Il y a des programmes qui exigent un diplôme en sciences humaines ou qui exigent un diplôme dans un autre programme préuniversitaire. Et moi, je tiens à dire, première des choses, que le seul diplôme qui ouvre vraiment toutes les portes, c'est le programme préuniversitaire de sciences, lettres et arts. Et je crois qu'au Québec, il y a un seul cégep qui l'offre, mais ça serait à valider pour être bien certain. Et donc, c'est le diplôme en sciences, lettres et arts. Et sciences, lettres et arts offre justement, comme son nom le dit, plusieurs cours un peu diversifiés, mais c'est un programme qui est très exigeant, très, très, très exigeant. Et il ne faut pas oublier que si, exemple, on vise, supposons, moi, je suis en secondaire 5 et ce qui m'intéresse le plus, c'est le droit, exemple. Le droit, pour entrer en droit, ça prend un programme universitaire. Donc, tu peux passer un peu par ce que tu veux. Mm-hmm. Sauf que le droit, c'est très contingenté. Hein? Oui. Donc, des fois, il faut aussi penser à être stratégique dans notre choix. Oh, OK, oui. Parce que même si c'est vrai que les sciences nature peuvent te débloquer, mettons, le droit ou d'autres programmes, ben il reste que c'est un programme qui est très exigeant. Et si vous n'êtes pas fort en sciences, vous n'êtes pas fort en maths, vous allez avoir presque seulement des cours de maths et de sciences. Et si c'est pas votre force, ben c'est possible aussi que ça vous donne un petit peu un problème au niveau de votre cotère. Hein? Parce qu'au cégep, les notes, ça fonctionne avec la moyenne du groupe. Donc, si vous vous retrouvez à faire majoritairement des cours qui ne sont pas votre force, avec un groupe d'étudiants que eux, c'est leur force et qui obtiennent des super de bons résultats, ben c'est sûr que ça vous aidera pas à avoir une bonne cotère. Et là, rendu là, les sciences nature vous auront pas ouvert des portes. Elles vont vous en avoir bloqué parce que vous n'aurez pas une cote assez élevée pour pouvoir entrer dans plusieurs programmes contingentés. Donc, c'est ça qu'il faut penser aussi en faisant son choix, c'est que le fait d'aller en sciences nature, oui, c'est vrai que ça peut ouvrir plusieurs portes, mais ça peut aussi vous en bloquer si vous n'allez pas en fonction de vos forces. Ben oui, mais c'est parce que si t'aimes pas ça en plus, puis c'est super démotivé, finalement, tu vas comme procrastiner, tu vas décider d'aller vivre ta vie de jeunesse, puis finalement, tu vas avoir des mauvaises notes et toutes les portes vont se fermer. C'est le contraire qui va se produire dans le fond. Et c'est le contraire qui peut se produire, donc c'est pour ça que c'est quand même pas à prendre à la légère non plus. Ceci étant dit, Maxime, mon but, c'est pas aussi de décourager les gens ou de les démoraliser aujourd'hui. Ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est sûr que la cotère, ça va influencer si vous êtes, mettons, admis dans un programme universitaire ou pas, mais il y a souvent moyen de contourner d'autres choses, comme par exemple de rentrer dans un programme universitaire similaire, mais qui exige une cote moins élevée, et là, avoir une très bonne cote à l'université et essayer de changer. Il y a souvent des choses qu'on peut faire quand même. Ça non plus, c'est pas une réponse miracle nécessairement. Là, je suis pas en train de vous dire, faites ça et ça va fonctionner à tout coup. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même toujours moyen de rattraper un peu les choses dans votre projet professionnel. Mais il y a des programmes qui sont difficiles à rentrer, puis on se le cachera pas. Le droit en est un. Puis droit est un bon exemple aussi pour dire, oui, vous pouvez passer par les sciences nature, mais est-ce que c'est vraiment le plus stratégique pour avoir une bonne cote? L'important, en fait, le premier critère devrait toujours être l'intérêt qu'on porte pour le programme pour lequel on va choisir. Parce que l'intérêt va amener la motivation va amener qu'on va pouvoir justement atteindre certains buts. L'intérêt, les compétences aussi, c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on a envie de faire, justement, comme tu le dis, les intérêts, effectivement, c'est un incontournable. Nos valeurs aussi. Est-ce que c'est une chose que tu as déjà entendue dans ta pratique privée? Quelqu'un qui est arrivé en disant, bon, mais mes parents veulent absolument que je me dirige vers ce programme-là parce que c'est un programme d'avenir? On le voit toujours un petit peu, je te dirais.
Mais en fait, tu sais, je pense que tous les parents veulent aider leurs jeunes, hein, puis En effet. tous les parents veulent aussi être impliqués, puis ne savent pas toujours comment s'impliquer. Puis les parents aussi vont être teintés par ces mythes-là de l'orientation, justement, qui évoluent avec eux depuis de nombreuses années et qui, malheureusement, n'ont peut-être pas une plateforme pour être démystifiés. Donc, eux, les conseils qu'ils donnent à leurs enfants, souvent, c'est par amour et en pensant que c'est la bonne chose qu'ils font, justement. Peut-être on est là aujourd'hui, justement, avec l'émission Bonheur et vice-versa, pour aider à la fois nos auditeurs, à aider ceux, justement, qui veulent évoluer d'une façon positive dans le marché de l'emploi, mais aussi, justement, ces parents-là, d'autres acteurs auxquels je n'avais pas pensé, Annie, en faisant l'émission, mais qui peut aider, justement, pour être capable de mieux accompagner leurs adolescents. Effectivement, puis c'est des acteurs même très importants parce que là, on parle des adolescents, mais même rendus au cégep, à l'université, je veux dire, est-ce qu'on s'entend que toi, tes parents sont des acteurs importants de ta réussite? Mes parents aussi, au début de mon bac, ils ont payé plein de choses. Ne serait-ce que pour ça m'a beaucoup aidé. Ils ne sont pas qu'importants pour l'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont soutenu de plein de façons, en fait, à leur manière, à différents moments. Et c'est ça, tu sais, ils ont eu un impact quand même dans mon choix de carrière, dans ce que j'avais l'impression de ce que j'avais la possibilité de faire aussi. On était supposé de recevoir, en fait, d'appeler l'une de tes amies qui évolue. Émilie, c'est engagé. Allô, on essaie de t'appeler, Émilie, puis ça marche pas pantoute. Fait que, meilleure chance la prochaine fois. Non, ton téléphone est engagé, Émilie. Émilie, elle évolue dans... Elle est stagiaire, elle finit sa maîtrise, là, en fait. Elle est stagiaire dans une école secondaire. Puis justement, elle baigne vraiment là-dedans dans son stage. C'est pour ça que je lui avais demandé de nous en parler. Alors, meilleure chance la prochaine fois. Et voilà. On va terminer cette émission après cette pause musicale. On s'en va écouter les Sœurs Boulay à Chiz 94.3. Tu me présenteras jamais ta mère, ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier, mais il comprendrait pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Relâche tes doigts de sur le break à bras. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. C'est maintenant le moment de faire mon petit message au nom de l'AESCO, qui est l'Association des étudiants et des étudiantes en sciences de l'orientation de l'Université Laval. La fin de session approche et il y a beaucoup d'activités qui vont être faites par notre association, Annie. Et je leur ai demandé s'ils voulaient utiliser notre tribune pour faire la publicité. Pourquoi pas? De leurs activités. Moi, j'ai vu qu'il y a une cabane à sucre jeudi. Ben oui! Ah, quand il y a du sucre, Annie est là. Alors,
voici le message qu'ils vous font à vous, chère communauté étudiante. Bonjour, la fin de session approche à grands pas, mais ce n'est pas une raison pour l'AESCO d'arrêter de vous émoustiller avec ses activités. D'abord, ce mercredi 28 mars à 16h30, nous recevons la visite d'une conférencière nommée Lynne Lavoie qui viendra nous faire une conférence sur le savoir-faire, un indispensable à la communication. Le but sera d'aborder comment s'entretenir et agir avec des professionnels, que ce soit en réseautage ou encore dans un milieu de travail. Ça va être vraiment intéressant, ça, Annie. Le tout est gratuit. Ensuite, le 5 avril plutôt, de 17h30 à 19h30, aura lieu le 5 à 7 des secteurs en orientation, édition 2018. C'est un événement de réseautage de type 5 à 7 qui regroupe une vingtaine de professionnels invités pour venir s'entretenir sur le monde de l'emploi et de l'orientation avec les étudiants. C'est vraiment un événement qui est très couru par nos étudiants en orientation. Alors, si vous voulez avoir les billets, ils sont en vente présentement à l'association étudiante au lot 0315 au coût de 6 $ et en prévente à l'entrée à 10 $. Puis, cette année, l'AESCO a décidé de créer une équipe orientation U-Laval lors de la course Cours ton parcours de la 4e édition le 12 mai prochain, organisée par l'organisme Option Travail. Tous les profits amassés financeront des projets mis sur pied par Option Travail pour faciliter la réalisation des objectifs personnels et professionnels de sa clientèle. Si vous êtes intéressé à venir marcher ou courir avec notre équipe, rejoignez le groupe Facebook Cours ton parcours, équipe orientation U-Laval. On a vraiment une association étudiante qui est très, très, très active. Oui. Alors, oui. on les salue à la maison. Merci beaucoup, Laurence Nadeau, pour ta belle job au sein de l'association et ce petit message pour nos auditeurs. C'est maintenant la fin de l'émission pour Bonheur et vice-versa. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. C'est déjà la fin de l'émission, Annie. Ouais, on le dit à chaque fois, ça devient redondant, mais c'est Caroline, que ça passe vite. Oui, mais ça se passe toujours bien aussi. Alors, j'étais enchanté d'être en ta compagnie pour cette dernière heure, ma chère Annie. Moi aussi, Maxime. On a eu encore une émission chargée en sujets divers. Premièrement, on a reçu Sonia Poulain, qui était en fait à l'autre bout du téléphone et qui nous a parlé du monde organisationnel. Ouais, merci beaucoup, Madame Poulain. Juste depuis le début de l'émission, Maxime, c'était l'émission la plus tranquille en studio. Hein? Ouais, c'est rare qu'on est juste toi puis moi. Oui, on était intimes, toi et moi, en face à face. Il manquait juste la petite chandelle. Oui. Mais c'est rare. C'est vrai qu'on n'a pas autant de monde en studio. La semaine prochaine, on va se reprendre. Il va y avoir beaucoup de monde en studio. Premièrement, Marceline Bangali qui va être là pour venir nous parler en fait de son emploi de professeur et chercheur en orientation à l'Université Laval et aussi psychologue. Il y aura aussi une chronique du SPLA avec Alexandra Blouin qui vient nous voir en studio pour nous dire, en fait, pour nous aider comment me préparer et désamorcer le stress en entrevue. Ah ouais! Alors, je pense que ça va être quand même une chronique très pertinente. Donc, 2 invités la semaine prochaine. Josiane devrait être de retour. Josiane devrait être de retour, on l'espère. Josiane, t'es mieux d'être là. Merci de nous avoir entretenus, en fait, sur ce mythe de l'orientation. J'espère que ça va pouvoir avoir éclairé peut-être certains de nos auditeurs un peu plus jeunes. Puis sinon, si vous avez des frères et sœurs un peu plus jeunes qui hésitent, c'est le moment de leur faire réécouter notre émission. Absolument. Comment on fait pour écouter notre émission, Annie? Je pense que c'est impossible dans toute la vie, Maxime. Non. Surtout pas en allant sur le site de Chiz et en allant sur la page de Bonheur et vice-versa. Exactement. C'est la solution. Si vous voulez écouter toutes nos émissions en balado-diffusion, on est rendu à la 13e. Donc, si vous voulez écouter de 1 à 13, vous allez au www.chiz.ca. Vous allez dans la section programmation, Bonheur et vice-versa. Et voilà, on apparaît. On est là. Vous avez la programmation par ordre alphabétique ou par thème, je crois. Exactement. Par ordre alphabétique, je crois que c'est ce qui est le plus facile. On est dans les B. On est dans les B. Ouais, on est dans les B. C'est ça. Fait que si vous voulez réécouter nos émissions, ça vaut la peine. Vous pouvez aller le faire à cet endroit-là. Et sinon, vous pouvez continuer de nous suivre sur la page de Bonheur et vice-versa. On vous alimente ça à tous les semaines avec justement toutes les informations qu'on dit au cours de notre émission. Souvent, on dit des sites, des numéros et des choses comme ça. Vous n'avez pas le temps de les prendre en note. C'est pas grave. On s'occupe de ça pour vous. Absolument. Et on vous les publie sur notre page Facebook. On vous prend par la main. Alors, on vous souhaite une très belle semaine. On vous souhaite une joyeuse Pâques aussi, plein de chocolat. Oui, joyeuse Pâques. On vous revoit la semaine prochaine, une coupe de livres en plus. Profitez de votre fin de semaine, il commence à faire beau, profitez du soleil, faites-vous plaisir. Alors, vous écoutez Chiz 94.3 et dans un instant, ce sont les affamés qui prennent place à Chiz 94.3. Bonne semaine tout le monde! Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger